De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie, nous sommes toujours en compagnie de Woutibal Koumaba, consultant en gestion des conflits, de nos éditorialistes Malik Kacha et Gracien Okindikiza. Tout de suite, le dossier du jour. Depuis janvier 2012, le Mali affronte des groupes armés qui se sont emparés de plusieurs régions du nord du pays. Un an après, en janvier 2013, la France intervient sur demande des autorités maliennes. Aujourd'hui, en dépit de cette intervention, la situation reste précaire et la menace terroriste est désormais présente à Bamako. Un reportage de El Hadjaï et Idolette Mirabel-Bissou. La situation sécuritaire est toujours fébrile au Mali, malgré la fin officielle de la guerre. En proie à une résurgence du terrorisme islamique depuis 3 ans, les autorités s'emploient à lutter contre cette nouvelle forme d'invasion territoriale. Malgré les négociations et les accords, c'est toujours le brouillard entre le gouvernement central et les populations du Nord Mali. Violation d'accords, actes de barbarie, attaques sporadiques, les populations vivent dans l'espoir d'une sortie de crise dans le pays. L'accord signé entre les deux parties au début du mois de mars 2015 a suscité des espoirs pour un retour à la paix, mais le rejet de cette convention par les populations de l'Azawad a réactivé le scepticisme quant à une résolution définitive de la crise au Nord Mali. Quels sont les principaux points d'achoppement entre les protagonistes de la crise? À quelles conditions le retour d'une paix au Mali? Le Mali est toujours en proie à une sécurité fébrile dans le nord. L'attentat de Bamako le 7 mars 2015 interpelle davantage sur la crise que traverse le pays depuis les années 60. Mais les autorités n'ont qu'un objectif pour un Mali un et indivisible, le retour à la paix. Un pays communal, seule volonté de vivre en paix avec ceux qui l'entourent, un pays qui a vécu en son dedans en parfaite communion interraciale au long des siècles, où vous ne trouverez aucune fraction en zone nomade qui n'est sa correspondante en zone fluviale. Tel fut le Mali, tel demeure le Mali, et tel sera le Mali, Inch'Allah, dans l'avenir. Le conflit entre le Nord Mali et les différents gouvernements centraux du pays prend forme avec la première révolte Touareg en 1963 à Kidal. Un soulèvement réprimé militairement sous le règne du président Modibo Keïta. Les populations du Nord dénonçaient à cette époque le déséquilibre dans la gestion publique par rapport au sud du pays. Le coup d'État du 19 novembre 1968, perpétré par le lieutenant Moussa Traoré, est intervenu dans cette atmosphère. Cette partie septentrionale du territoire est en conflit depuis très longtemps, depuis le temps colonial, contre l'État centralisé. Depuis 3 ans, cette zone a été secouée par une guerre sans merci qui a occasionné l'intervention de forces étrangères, notamment la France et les forces ouest-africaines qui se sont mobilisées. Et le Tchad surtout qui a donné le contingent le plus important. La riposte touareg de la révolte de 1963 arrive en juin 1990. Les populations revendiquent leur implication directe dans la gestion des affaires initiées en leur nom. Les négociations aboutissent à l'élaboration d'un pacte national signé le 11 avril 1992 à Bamako. Celui-ci vise essentiellement le rétablissement de la paix, la réconciliation nationale et l'intégration socio-économique des régions du Nord. Donner la possibilité aux peuples eux-mêmes d'exprimer ce qu'ils veulent faire de leur territoire. Parce qu'il faut comprendre aussi que l'Azawad, c'est un peuple nomade dont l'économie est basée sur le pastoralisme. Et le constat, c'est qu'en Afrique de l'Ouest, quelques pays ont toujours négligé cette partie du pastoralisme et ne l'ont pas intégrée dans l'économie nationale. Pour un retour à la stabilité politique et économique au Mali, les autorités multiplient les stratégies avec l'appui des États de la sous-région ouest-africaine. L'objectif est de renforcer la sécurité au Mali pour un retour définitif à la paix. Il nous faut aujourd'hui, après tout ce que nous avons vécu, songer à réformer notre secteur de la sécurité, à renforcer nos capacités d'intervention en matériel, d'accord, en équipement et en formation. Pour les États africains, ce n'était pas le cas il y a 20 ans en arrière, de prendre conscience qu'il faut mettre en place des troupes, avoir une brigade, avoir des forces armées en attente, est une très bonne chose.
Au nom de la paix, les armes des ex-combattants récupérées ont été brûlées à Tombouctou au cours d'une cérémonie officielle le 27 mars 1996. Les mouvements rebelles présents ont alors proclamé leur dissolution et les combattants ont été amnistiés à travers la loi numéro 97-016 du 7 mars 1997. Après les 2 mandats du président Alpha Omar Konaré, les combattants Touaregs reviennent à la charge le 23 mai 2006 sous la présidence d'Amadou Toumani Touré. Ils dénoncent la passivité du gouvernement central dans le développement des régions du Nord Mali. Cette situation conduit en 2009 à la signature de l'accord d'Alger. Comme tant d'autres accords, ce dernier acte ne suffira pas pour éviter le coup d'État de 2012 au Mali. Depuis, le pays traverse une impasse politique et sécuritaire. Est-ce que depuis 2 ans, l'armée malienne a réussi à se reconvertir, à se reconstruire, à avoir les possibilités financières, matérielles et humaines pour surveiller l'ensemble du territoire? Est-ce que l'arrivée des autres armées va permettre une forme de conscientisation encore forte que sans solidarité, on ne peut pas du tout lutter contre cette forme de guerre? Une partie des combattants Touaregs, organisés au sein d'une association dite Mouvement National de Libération de l'Azawad, MNLA, depuis juillet 2011, formés militairement et aguerris au métier des armes, étaient exilés en Libye. Ceci explique la déroute des troupes nationales et les nombreuses désertions. La situation se complique davantage avec l'arrivée des djihadistes d'Aqmi, du Moujao, d'Ansardine, de Boko Haram aux côtés du MNLA. Les djihadistes luttent pour l'instauration et l'application stricte des lois islamiques sur l'étendue du territoire malien, alors que le MNLA lutte pour des revendications de l'Azawad qu'il juge légitimes. Jusqu'en 2015, les négociations pour la paix au Nord Mali, avec en scène la communauté internationale, se poursuivent. Les désaccords au sein des différents partis créent un imbroglio autour du retour à la paix, alors que le terrorisme fragilise la sous-région avec ses violences et ses morts. Outibal, d'après vous, pourquoi malgré cette intervention militaire internationale, la situation reste toujours aussi précaire au Mali ? La situation reste aussi précaire au Mali, Fanny, à cause de la complexité de la situation. En fait, la difficulté de résoudre le conflit au Mali doit être recherchée en fait, dans son histoire depuis les indépendances. Au fait, pendant cette période-là, il y a une grande partie il y a eu déjà une revendication des Touaregs. Ils revendiquaient en fait l'autonomie ou l'indépendance de la région d'Azawad qui est située au nord du Mali. Il y a eu un premier conflit en 1959, de 1959 à 1964, qui a abouti à la victoire de l'armée malienne et à l'exode de certains Touaregs en Libye et en Algérie. Par la suite, dans les années 70, il y a eu une famine qui a entraîné encore des exodes des populations Touareg vers toujours la Libye et l'Algérie. À partir de 1985, donc il y a eu encore une famine qui a entraîné l'exode. Mais en 1989, le colonel Kadhafi a expulsé à peu près une majorité en fait, des Touaregs qui étaient intégrés dans l'armée libyenne. Il les a expulsés en 1989. En 1990, l'Algérie aussi confrontée à une crise économique et le conflit avec les islamistes, parce que c'est à l'époque qu'on a vu émerger le FIS et le GIA, a expulsé aussi une partie des Touaregs qui sont venus au Mali. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont commencé en fait un premier mouvement donc insurrectionnel qui aboutit à un accord de paix de 1990. Donc, pour sauter les étapes, avec la déstabilisation en fait, la situation qui prévaut en Libye aujourd'hui. La plupart des Touaregs sont revenus dans le nord du Mali. Il y a la jonction donc, de ces Touaregs-là avec Aqmi, Al-Qaïda au Maghreb islamique, avec Ansar Eddine. Et ça, cette complexité en fait, de la conjonction des revendications propres à Azawad
et le mouvement en fait islamiste international complique évidemment en fait la tâche des autorités même de la résolution du conflit, parce qu'aujourd'hui les islamistes se sont puisés, comme je l'ai souligné d'ailleurs hier, dans l'arsenal libyen et ont des moyens en fait de mener des attaques donc contre les États de la région. Donc c'est le même conflit qui part du Mali, Nigeria et Tchad et Cameroun. Ensuite, le Niger, c'est le même conflit en réalité. Malik, c'est aussi cette complexité, cette multitude des groupes, pas seulement les Touaregs, mais aussi AQMI, comme disait Outibal, qui fait que justement la lutte est difficile face à ces groupes armés. Exactement. La multiplicité des acteurs, déjà, comme vous venez de le souligner, de la communauté Touareg. Avant, vous avez le MTNM, vous aviez le MPA, le mouvement populaire de l'Azawad. Aujourd'hui, vous avez une coordination de l'Azawad avec plusieurs structures qui ne sont pas du même avis sur la suite à donner sur le plan politique. Est-ce que l'Azawad doit être une partie autonome du Mali? Est-ce que ça doit être une partie indépendante? Est-ce que ça doit être une partie intégrée? Donc déjà, au sein de cette coordination, il y a des différences telles que le processus politique, justement, patine. Et on voit cette coordination avoir du mal à paraffer, justement, les accords d'Alger qui ont été proposés en début d'année. Il y a justement une multiplicité aussi d'acteurs sur le plan terroriste. Vous l'avez souligné. Il y a déjà les résidus, je dirais, du SPC algérien, parce que vous savez que la guerre qui a été menée en Algérie contre le terrorisme a été une guerre qui s'est faite du nord vers le sud. Les groupes terroristes étaient nombreux au nord, notamment dans les reliefs montagneux, et menaient une guérilla, mais les coups de boutoir de l'armée algérienne les a repoussés vers le sud, et dans cette conquête vers le sud, les a repoussés aux portes du Mali. Donc voilà, déjà il y a cet acteur-là. Deuxième acteur, et qui est devenu ensuite Al-Qaïda au Maghreb, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, vous avez d'autres mouvements qui se sont associés, d'autres phalanges qui émanaient d'Al-Qaïda au Maghreb et qui sont devenus Ansar Eddin et d'autres groupes. Et vous avez malheureusement encore un autre groupe qui est l'État islamique et qui est actif en Libye. Donc oui, il y a une pluralité d'acteurs qui fait qu'aujourd'hui, il y a une impossibilité de résoudre ce conflit sur le plan sécuritaire dans l'immédiat. Grassin, c'est aussi la situation libyenne aujourd'hui qui continue de déstabiliser le Mali. Oui, parce que en fait, pour mener cette guerre, il faut qu'il y ait des armes. Or, on trouve facilement les armes en Libye et en même temps, on peut facilement s'entraîner en Libye parce que les forces qui sont intervenues au Mali s'arrêtent au Mali, alors que les gens qui attaquent le Mali peuvent venir de la Libye, du Mali. C'est-à-dire qu'on peut, disons, il y a les bases arrières qui sont en Libye. C'est très difficile de régler la question au Mali sans régler la question en Libye. Mais toutefois, il faut dire que pour moi, il faudrait vraiment que les autorités arrivent à dissocier les Touaregs de ces mouvements islamistes. C'est dans les négociations. On peut le faire que dans les négociations. C'est-à-dire qu'on peut lâcher beaucoup de choses vraiment pour avoir la paix. Une façon de dire on va donner quelque chose pour au moins dissocier ces Touaregs, disons, avec d'autres mouvements. Parce que c'est surtout ce qui est important au Mali, c'est d'essayer au moins d'avoir un conflit avec les Touaregs, mais qu'il n'y ait pas un mouvement comme celui qui s'est développé au Nigeria. Ça serait vraiment le pire des situations. Le dernier point que je pourrais ajouter, il faut aussi que le Mali arrive à organiser son armée, parce que aucune armée étrangère ne peut régler les questions internes de sécurité dans un autre pays. Oui, Outibal. Oui, je voulais souligner aussi en fait la difficulté par rapport aux négociations qui sont menées actuellement en Algérie. Dans un premier temps, le mouvement ou les représentants des populations azawad revendiquaient une certaine autonomie, le développement économique de la région du Nord. Mais là, ce matin, en regardant en fait, l'actualité, j'ai vu la coordination des mouvements azawad revendique désormais la reconnaissance d'un statut juridique, politique à cette région d'Azawad. Et en plus, ils revendiquent le fait que
80% des forces de défense et de sécurité qui doivent être redéployées sur la région doivent provenir en fait des populations azawad. Et en plus, il faudrait que l'État malien s'engage à financer pour 40% du budget d'État malien cette région du Nord pour rattraper les retards accumulés par la région depuis les années 50. Mais ça, en réalité, si cette position était adoptée par les autorités maliennes, à la longue, ça va aller contre la volonté de l'autorité malienne qui veut en fait l'unité du Mali. On va aboutir à une situation où, en réalité, le moment venu, la région d'Azawad sera en mesure de demander son indépendance ou de se détacher du reste du Mali. Et ça, c'est l'une des situations qui explique en fait la complexité du problème de la résolution du conflit malien. Malik, la politique de décentralisation, c'est aussi au cœur du problème. Oui, c'est une problématique importante. Et vous savez que de tout temps, je dirais, enfin de tout temps, depuis 1991 et les accords de Tamanrasset qui se sont donc déroulés en Algérie, il y a toujours eu cette question de la décentralisation. C'est une question récurrente. Ça ne date pas d'hier, la question de la décentralisation. Le problème, c'est que vous avez eu des acteurs, à savoir le pouvoir malien et les mouvements azawad, qui se sont rapidement, je veux dire, défaussés parce que ils se sont attaqués entre eux, parce que en accusant l'une ou l'autre partie de ne pas respecter les termes de l'accord qui ont été, par exemple, signés à Alger en 91. Donc oui, cette décentralisation, elle est encore au cœur du sujet. Maintenant, il faut que les... Bon, c'est difficile de dire ça à la coordination de l'Azawad, mais ces personnes-là ne représentent pas la totalité de la population du Nord Mali. Il faut le savoir, il y a d'autres populations, il y a d'autres ethnies au Nord Mali. Donc, il faut que ça soit une décentralisation qui représente la population, mais une juste représentation de la population. Merci messieurs. Et tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. En République démocratique du Congo, le président de la commission électorale, l'abbé Malou Malou, a assuré que le calendrier électoral sera respecté. 7 scrutins doivent avoir lieu dans les mois à venir. L'enregistrement des candidatures pour les provinciales a déjà commencé. Et en Guinée, 6 personnes ont écopé de peine de prison ferme pour leur participation aux manifestations de l'opposition. 36 autres doivent encore être jugés. Pour leurs avocats, il s'agit de condamnations politiques. Nous allons marquer une nouvelle pause un instant, la 3e partie de l'Africa News Room.